messieurs, bonjour, bienvenue sur l'émission Entretien du jour. L'Afrique vit particulièrement ces dernières années l'accroissement de sacrifices humains. En dehors donc de quelques rares exceptions, les crimes à caractère rituel ont lieu préférentiellement en Afrique subsaharienne avec une grande concentration dans les pays du Golfe de Guinée. Aimé Tifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue et avec vous, nous allons donc porter un regard anthropologique sur cette pratique qui a véritablement cours aujourd'hui en Afrique. Alors, quelle lecture anthropologique faites-vous des récents événements liés à la manipulation du fétiche Kenessi et ceci à des fins à la limite sectaire? Merci. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de partager ma réflexion avec vos téléspectateurs, avec vous-même et le monde scientifique. Je voudrais préciser avant tout propos que je suis scientifique, je le suis sur ce plateau, donc tout ce que je dirais ne serait nullement lié à mes sentiments personnels, mais beaucoup plus à la science. Je voudrais également, déjà à l'entame, demander la permission et l'autorisation de mes informateurs avec qui je travaille, qui généreusement m'ont ouvert les portes de leur temple pour pouvoir comprendre ce phénomène. Alors, je m'en vais tout de suite dire que savoir présenter les faits avec précision et exactitude permet de mieux les décortiquer scientifiquement. Il ne faut pas qu'il y ait l'effet de grossissement, l'effet de modification. Au Bénin, des femmes ne sont pas éventrées ou égorgées tous les jours. Des enfants ne sont pas égorgés tous les jours. Certes, il y a des sacrifices rituels. Certes, il y a des crimes rituels. Mais ceci reste des faits et des phénomènes déviants par rapport aux normes et aux réalités de la société béninoise. Ceci doit être précisé. Donc vous pensez que tout ce qui se dit aujourd'hui et que nous voyons à travers les réseaux sociaux, c'est des montages? Il y a beaucoup d'exagération. Ah bon? Si on faisait le point, combien de femmes ou d'enfants seraient égorgés? Combien de gens seraient sacrifiés juste pour satisfaire les déshydratats de telle ou telle divinité ou de telle ou telle entité? Je ne crois pas que le point soit exactement ce qui est fait avec un effet de grossissement et d'exagération. Mais M. Tchefa, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que par ces derniers temps qui courent, il y a beaucoup plus de sacrifices, donc quelque chose qui montre quand même une certaine ampliation de la chose? Beaucoup plus, je ne sais pas. Mais les sacrifices, il y en a. Ça, c'est une évidence. Quand on vit dans le président sénégalais est monté au créneau pour condamner le fait dans son pays. En Côte d'Ivoire, la première dame est sortie avec le sacrifice en février de Bouba et au Togo, au Bénin, au Nigeria, le phénomène est légion. L'Afrique vit le phénomène ces dernières années avec une certaine acuité. Oui, c'est vrai. On ne peut pas le reconnaître, c'est quand même non, c'est pas ça. Économie de vérité, non? Non, pas du tout. J'ai dit de présenter les faits avec précision et exactitude. Sinon, scientifiquement, l'on ne saurait les aborder. Il n'y aurait que nos sentiments qui seraient exhumés. Or, science et sentimentalisme ne font pas bon ménage. C'est tout ce que je suis en train de dire. Alors, de par vos observations empiriques, qu'est-ce qui peut expliquer la flambée? Ok. Parlons un peu, par exemple, en ce qui concerne le cas du Bénin, où je suis sur le terrain, en train de m'apprêter pour publier là-dessus. Parlons un peu du Kenessi. C'est quoi en fait? Le Kenessi est une entité conçue premièrement pour jouer un rôle de protection. Le Kenessi est même lié, lorsque nous parlons du cas du Bénin, à une famille dont l'anthroponymie est directement liée au Kenessi. Alors, c'est une entité que des familles, des villages, des communautés utilisent pour se protéger. Lorsque dans l'invisible, vous cherchez à les atteindre, c'est le Kenessi qui vous répond, sans que eux-mêmes ils ne soient même au courant que la mort de monsieur Y ou de madame Z ou l'accident que telle personne aurait vécu serait lié au fait que celui-là leur avait envoyé une missile relevant du monde spirituel. C'est le Kenessi qui a pris et qui a réagi directement face à ce phénomène-là. Donc, ça, c'est l'explication anthropologique que vous donnez donc à ce fétiche Kenessi. C'est le fétiche? Non, le mot fétiche, moi j'ai parlé d'entité.
certains vous parleront de divinité, parce que quand vous allez ouvrir le panthéon endogène de nos religions endogènes au Bénin, figure dans ce panthéon le Kenessi. Donc c'est pas un fétiche, le mot fétiche est péjoratif et aucun anthropologue digne du nom ne saurait réellement l'utiliser pour rendre compte d'un phénomène futile, social, familial ou communautaire. Alors cette même définition que vous donnez donc de cette divinité Kenessi, en va-t-il de la même pour vaudou? Non, le vaudou en fait est une religion, telle que le christianisme, le catholicisme, l'islam sont des religions qui se pratiquent. Le vaudou aussi est une religion qui se pratique. C'est un canal religare, c'est un canal qui relie le pratiquant à Dieu. Et à travers cette liaison dans la verticalité et non dans l'horizontalité, il y a que plusieurs canaux servent de support pour atteindre Dieu. C'est leur conception à eux dans le vaudou. Donc pour moi, le vaudou n'est pas fétiche. Le vaudou est une religion. Et en tant qu'anthropologue, je n'ai pas à apprécier ça, puisque celui qui veut l'apprécier et qui n'en est pas pratiquant, les raisons pour lesquelles il n'est pas pratiquant, ce sont ces raisons-là qui s'expriment plutôt que tout ce qu'il aurait vu, apprécié et perçu scientifiquement. À partir de ce moment, ça devient un simple procès d'intention ou de croyance, et là, on n'est plus dans de la science, on est en train de faire une autre chose. Faire une autre chose ici, c'est chercher à avoir de l'argent avec Kenessi. Est-ce que c'est possible? Bon, en fait, voilà comment cela se passe. Quand on parle de Kenessi, il y a toute une typologie. Il y a des Kenessi qui sont gardés à la maison, qui sont adossés à la famille, qui constituent même le terreau, eux-mêmes, disons, l'ancêtre patronymique de cette famille-là. Donc, c'est gardé à la maison. Les enfants sont initiés. Il y a un prêtre ou des prêtres de cela. Et tous les matins, il y a tout un sacrifice, comme cela doit se faire, qui lui est fait tous les matins. Et ce qui doit être fait pour son entretien est fait. Il y en a de tellement virulents qui sont gardés au champ, loin des êtres humains, dans la brousse, et à qui on fait également des sacrifices de façon ponctuelle et qui interviennent de façon ponctuelle. Et ils sont entretenus aussi de façon ponctuelle. Il y en a qui ne sont qu'une petite portion de terre coupée à quelqu'un qui en ressentirait le besoin, qui est venu chercher pour des opérations qui lui sont propres, que ce dernier garde dans un armoire, dans sa chambre quelque part, ou juste sous son lit. Et ensuite, il y en a qui ne sont plus des mortes de terre, mais disons des formes de statues un peu géants, conçues avec du bois et qui sont importées du Ghana. Ça, c'est pas spécifique au Bénin. Ce sont des formes de bois un peu géants, des formes de statuettes. Vous et moi allons considérer ça comme des statues géants sous forme de bois, peintes en noir, et à qui l'on donne de la cigarette, par exemple, qui fument, qui aiment les environnements parfumés et qui sont gardés et utilisés à des fins spécifiques telles que certains auraient utilisé les deux derniers Kenessi dont je vous ai parlé. Donc, il y a toute une typologie et tout ne vient pas forcément du Bénin. Mais est-ce que tout ça rapporte de l'argent aux détenteurs? C'est là le problème. Ça dépend de celui qui manipule, puisqu'en réalité, de quoi s'agit-il? Pour le phénomène qui est décrié au Bénin ici, vous allez voir des jeunes garçons, pas de jeunes filles, des jeunes garçons âgés de 17 à 25 ans au maximum, qui ont étudié au plus niveau licence. Beaucoup d'entre eux sont déscolarisés, qui sont des cybercriminels en fait, c'est-à-dire qu'ils utilisent de fausses adresses, de faux comptes, entrent en contact avec des gens qu'ils auraient préalablement ciblés, à qui ils veulent vendre tel ou tel produit dont ils ne disposent pas en réalité, et que lorsque le marché est conclu, il y a un sacrifice propiatoire, c'est-à-dire pour que l'opération puisse prospérer, qui est fait tout de suite à cette entité-là, pour qu'il modifie la volonté de la victime, pour que celui-ci rapidement envoie l'argent. Très souvent, ce sont des montants qui oscillent entre 300 et 1000 euros.
croyez à ça? Ça marche vraiment? Non, mes sentiments à moi importent peu. Moi, je n'ai pas à croire ou à ne pas croire. Est-ce que c'est possible? Non, lorsque nous sommes dans le monde invisible, où tout est mystérieux et mystique, tout est possible. Alors, il y a un indicateur qui devrait quand même retenir l'attention de tout scientifique qui s'est interrogé. Lorsque vous voyez des jeunes de 17 ans, de 20, 22 ans, qui sont dans de très belles maisons, que ne peut pas s'offrir de grands fonctionnaires d'État ayant travaillé 30 ans, 35 ans, qui roulent des véhicules qui coûtent extrêmement cher, des véhicules de plus de 75 millions, qui s'habillent richement, bref, qui ont un train de vie très élevé, mais vous devez vous poser la question de savoir où ils trouvent l'argent. Quelle est la responsabilité de l'autorité étatique à ce niveau? Non, l'autorité étatique... C'était l'acisme? Non, pas tout à fait, parce que l'action publique ne saurait réellement intervenir qu'à travers les canaux juridiques. Et vous savez bien que la preuve est la rançon du droit. Il y a quand même une loi sur la cybercriminalité. Oui, il y a une loi sur la cybercriminalité et celle-ci peut être utilisée pour combattre le phénomène de la cybercriminalité, à dissocier quelque peu de l'utilisation ou du recours à des entités mystiques et paramystiques pour pouvoir atteindre des objectifs, et notamment les crimes sacrificiels ou rituels. Le phénomène n'est pas aussi simple à aborder du point de vue juridique et surtout du point de vue droit positif du Bénin, qui en fait n'est qu'une légère déformation du droit français, donc complètement souché et décalé de nos réalités qui sont propres à nous. Alors, vous avez juste 30 secondes pour conclure cette émission. Qu'est-ce que aujourd'hui vous préconisez à la société béninoise qui aujourd'hui voit ces jeunes-là comme des assassins potentiels? En fait, il ne s'agit pas d'exhumer nos sentiments propres. Il s'agit de prendre un peu de recul, de mieux observer le phénomène pour savoir comment il fonctionne, d'interroger les acteurs qui en sont vraiment les dépositaires pour comprendre ce que c'est. L'expression du pouvoir public, l'exercice de l'action publique, à mon humble avis, doit rester dans un cadre où la loi doit être réparatrice, puisque dans tous les cas, la liberté est le produit d'une réglementation sociale, tel que le dit Émile Durkheim. Donc, le pouvoir public ne doit pas faire fi de nos réalités sociologiques et culturelles, de nos réalités anthropologiques, de nos réalités même religieuses. La mise en place d'une brigade de sauvegarde de nos valeurs traditionnelle et endogène est importante et il faut savoir aborder les problèmes avec la sociologie de la connaissance pour que, en dépit de tout, nous continuions par sauvegarder ce qui est important et pas extirper tout ce qui est négatif, tout ce qui est rébarbatif pour la promotion de l'homme et du développement. Promotion de l'homme et du développement. Le tourisme, ça passe par le vaudou, mais quand le vaudou commence à tuer, ça fait peur. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cet entretien pour lequel nous recevions pour vous le socio-anthropologue Aimé Tchefa, qui a porté donc son regard sur le phénomène Kénessi, vu donc sous l'aspect de la cybercriminalité. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.